Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, de vous intéresser à Néandertal, donc je suppose. Et puis je suis ravie, puisque si j'ai bien compris, donc c'est la reprise des réunions en présentiel, comme on dit. Et je suis bien contente de vous voir en vrai et pas derrière un écran. Voilà, donc je vais effectivement vous parler, moi, de Néandertal et plus spécifiquement des dents. On va voir dans un moment tout ce qu'elles peuvent nous apprendre sur l'homme de Néandertal. Mais juste avant, pour un petit rappel, ou pour ceux qui ne seraient pas forcément tout à fait au fait ou au point sur Néandertal, une petite fiche d'identité rapide sur Néandertal. Donc Homo néandertalensis, à l'heure actuelle, vous savez que nous sommes en science et que c'est toujours à l'heure actuelle, les plus anciens fossiles attribués à Homo néandertalensis sont datés aux alentours de 450 000 ans, mais on sait par différentes études que la divergence entre notre lignée et la lignée de Néandertal était certainement encore plus ancienne. Et puis les derniers néandertaliens actuellement connus sont datés aux environs de 39-40 000 ans. Néandertal a donc vécu au Pléistocène moyen et supérieur, et en Eurasie uniquement, il n'y avait pas de Néandertaliens en Afrique, par opposition à Homo sapiens, on va en reparler dans un instant. Alors, côté géographique, on parle de l'Eurasie, voilà une aire de répartition. Alors, ce n'est pas une aire de répartition où à un instant T, il y avait des Néandertaliens partout sur toute cette aire. Ce sont les traces laissées par les Néandertaliens, donc les endroits où on sait qu'ils ont occupé l'Eurasie. Donc vous voyez que ça va depuis la Méditerranée, l'extrême ouest de l'Europe, jusqu'à l'Asie centrale, et puis en latitude de l'Angleterre. Alors pas à toutes les périodes, ils n'ont pas pu occuper ces hautes latitudes à toutes les périodes, mais en tout cas donc de l'Angleterre jusqu'au sud de la Méditerranée et au Proche-Orient. Voilà une autre image avec ces deux flèches qui montrent les extrêmes. Ça représente quand même un très très vaste territoire. Donc, on a souvent une image en tête de Néandertaliens dans une période glaciaire, dans des steppes, des grandes plaines du nord de l'Europe, dans la neige, etc. En réalité, du fait de cette vaste extension géographique, mais également des variations climatiques qui ont été très importantes, vous le savez, au Pléistocène moyen et supérieur, donc pendant toute leur durée de vie, les Néandertaliens ont rencontré et fréquenté et se sont adaptés à des milieux extrêmement variés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, même si une grande partie de leur histoire est liée à des périodes froides, à des environnements ouverts, froids, etc. Ils ont quand même rencontré, quand on parle de Néandertal en général, certains d'entre eux ont quand même rencontré des milieux beaucoup plus tempérés. On y reviendra, c'est important de le garder en tête. Voilà, et puis juste là, comme petit rappel, par opposition à Néandertal en Eurasie, Homo sapiens, vous savez qu'à l'heure actuelle, on a des fossiles attribués à Homo sapiens, même s'il y a encore des discussions en Afrique du Nord actuellement, aux alentours de 300 000 ans. Notre espèce Homo sapiens était uniquement africaine jusqu'à il y a environ 200 000 ans, puisqu'on a maintenant des fossiles au Proche-Orient attribués à Homo sapiens à 200 000 ans. Par contre, notre espèce Homo sapiens n'est arrivée en Europe qu'aux alentours de 50 000 ans. Alors, je vous ai mis ici les industries associées, les industries lithiques en pierre, le paléolithique moyen, on va en reparler, le paléolithique moyen pour Néandertal, le paléolithique supérieur, notamment en Europe pour Homo sapiens. Pour finir continuer ce portrait rapidement, évidemment, comme toutes ces populations dominines au Pléistocène, les Néandertaliens étaient des chasseurs-cueilleurs nomades, des chasseurs de grands herbivores. Ils vivaient dans des abris sous roches, mais on connaît aussi des campements de plein air. Pardon, je me suis trompée voilà. Des abris de plein air. Et puis, donc, je le disais, les industries lithiques en pierre qui leur sont associées sont associées, en tout cas, au paléolithique moyen, notamment donc, en Europe et au Proche-Orient. Vous le savez peut-être aussi, il y a eu beaucoup de travaux ces dernières années, beaucoup de publications concernant leurs rituels, les objets symboliques, l'art, etc. On connaît des parures. On a longtemps cru que les parures donc de type collier étaient réservées à Homo sapiens. On en connaît soit par la reprise, décidément, soit par la reprise d'études de découvertes anciennes, en réalité, par exemple comme à Krapina, qui est daté à 130 000 ans, un site en Croatie où ce matériel avait été découvert il y a déjà longtemps, mais peu étudié, ou des découvertes plus récentes
comme la découverte non pas de parures, mais en tout cas la mise en évidence que les Néandertaliens avaient prélevé des plumes, notamment de grands rapaces, mais aussi de corvidés, pour des raisons qui n'étaient pas alimentaires vu l'endroit, les traces de découpe, c'est-à-dire ils prélevaient des grandes rémiges. Les traces de découpe montrent qu'ils avaient prélevé des grandes rémiges de ces oiseaux, qui n'étaient donc pas à but alimentaire, et on émet l'hypothèse que ça pouvait être pour des raisons donc ornementales ou de parures corporelles, de marqueurs culturels. Et puis, vous avez peut-être entendu parler aussi, il y a quelques années, de cette découverte dans la grotte de Bruniquel en Tarn-et-Garonne, donc qui, elle, est, vous voyez, très ancienne, datée, enfin, les structures, pas la grotte elle-même, sont très anciennes, c'est daté à 180 000 ans, donc vraiment l'occupation par les Néandertaliens, aucun doute, de cette structure circulaire en stalactite et stalagmite, voilà, qui était donc au fond de cette grotte et qu'on peut évidemment associer à des pratiques rituelles, lesquelles on ne le sait pas et on ne le saura peut-être jamais. Et puis des discussions sur les Néandertaliens produisaient-ils de l'art pariétal. Alors là, c'est très très controversé. Il y a eu des études l'année dernière sur des sites en Espagne où on a trouvé des traces qui ont été datées à 65 et 67 000 ans, donc une période où en Espagne il n'y avait que des Néandertaliens et pas d'Homo sapiens. Mais c'est encore très controversé, donc je pense qu'il faut attendre encore un petit peu de nouvelles études pour affirmer que c'était bien le cas. Pour terminer sur la partie rituelle, manifestation symbolique, les pratiques funéraires, c'est important, les pratiques funéraires dans les groupes humains, ce sont des rituels importants, ce sont aussi des marqueurs de population, de groupes culturels importants. On dit souvent Néandertal enterrer ses morts, vous avez peut-être souvent entendu dire ça. Moi je dis certains Néandertaliens, à certains moments de leur histoire, dans certaines régions, enterraient certains de leurs morts. En réalité, on a des milliers de restes squelettiques néandertaliens. On connaît une dizaine, une quinzaine de squelettes qui attestent de sépultures. Il y avait donc une diversité probablement des pratiques funéraires. Tous les Néandertaliens n'enterraient pas tous leurs morts. On connaît d'autres traces qui montrent... Alors vous avez ici, pardon, je ne commente pas la photo. Ici, sur la carte, ce sont les sépultures néandertaliennes avérées. Donc vous voyez sur plusieurs endroits, plusieurs régions, beaucoup dans le sud-ouest de la France, au Proche-Orient. En revanche, en dessous, ce que vous avez, ce sont des traces qui ont été observées sur des fragments de crâne découverts de manière plus éparse, c'est-à-dire dans les sites archéologiques, on trouve beaucoup de fragments éparses avec des marques qui sont des marques de découpe qui ont été attribuées dans ces deux cas, sur le site d'El Pradel et sur le site d'El Cidrone, à du cannibalisme. Alors, cannibalisme rituel, alimentaire, ça c'est d'autres questions auxquelles il est difficile de répondre, mais en tout cas à du cannibalisme. Vous le savez peut-être ou sûrement, les premières découvertes de Néandertal, le premier homme fossile à avoir été découvert à la fin du XIXe siècle. Et puis, comme je le disais, on connaît des milliers de restes squelettiques. Alors, on connaît des squelettes assez bien préservés, assez complets. On voit là quelques exemples. En Dordogne, en Espagne, en Israël, beaucoup. On connaît des squelettes comme ça assez bien préservés, d'adultes, mais également d'enfants. Vous voyez ici des enfants découverts en Russie, en Syrie, le Moustier II en Dordogne, en Israël ou encore en Dordogne à la Ferracie, un site que vous connaissez peut-être, les ossements de la Ferracie étant conservés ici au Musée de l'Homme. Donc on connaît bien tous ces Néandertaliens par tous ces vestiges squelettiques, ce qui fait qu'on connaît, c'est certainement, même je peux le dire, c'est l'espèce d'hominine qu'on connaît le mieux du point de vue du squelette. Voilà, rappeler rapidement leur stature corporelle, donc 1,61 m en moyenne pour 72 kg, des individus trapus, robustes, qui montrent toute une série. Alors à gauche ici, vous avez un néandertalien reconstitué. Ce n'est pas un squelette néandertalien, c'est une chimère reconstituée à partir de plusieurs. Et puis, on n'en a aucun qui soit entièrement et complètement bien conservé, malheureusement. Donc, c'est une chimère, mais enfin, le voilà. Et puis, à droite, un Homo sapiens par comparaison, des individus donc robustes, trapus, avec des proportions corporelles un peu différentes des nôtres, et puis tout un tas de caractères différents des nôtres qui fait qu'on reconnaît sans problème un néandertalien. Puis j'ai juste rajouté là des images un peu grossies de crâne. Vous connaissez peut-être ou sûrement déjà tout ça. Un volume cérébral qui était équivalent, voire supérieur au nôtre, donc ils n'avaient pas à rougir de la taille de leur cerveau, mais en revanche, un cerveau un peu différent et un crâne différent, avec beaucoup de caractères qui permettent aussi d'identifier très facilement, vous retrouvez le relief au-dessus des orbites, la face des Néandertaliens, là on ne le voit pas forcément très bien, mais qui avançait vers l'avant,
dans sa partie, en tout cas médiane ici au milieu. En fait, il n'avait pas de pommette, contrairement à nous. Tout un tas de caractères, une voûte crânienne qui est relativement basse par rapport à la nôtre, nous qui avons un magnifique front très vertical. Bref, tout un tas de caractères qui fait qu'on les reconnaît très bien et qu'on sait identifier les fragments de crâne et les squelettes néandertaliens. Je vous disais, on trouve parfois ces squelettes bien conservés, et puis bien souvent, dans les sites archéologiques, on n'a pas la chance de découvrir des squelettes, surtout s'ils n'ont pas été enterrés, ces individus. Voilà ici un exemple d'un site sur lequel j'ai travaillé qui s'appelle l'Aquina, qui se situe en Charente. Voilà tout ce qu'on a découvert dans ce site. Donc il y a un squelette, entre guillemets, partiel, hein, vous voyez ce qui reste, c'est ça. Donc le crâne, les os des bras, et puis les fémurs. Et puis sinon, des fragments de crâne, un crâne d'enfant dont je reparlerai tout à l'heure, un crâne d'enfant tout seul et sans sa mandibule, sans sa mâchoire inférieure, et puis des fragments de crâne et des dents isolées. Deux autres sites sur lesquels j'ai travaillé également, ou le site de Rocampaille dans Maine-et-Loire, où là on a découvert en tout et pour tout un fragment d'humérus, donc d'os du bras, et puis une dent, ou le site de Walou en Belgique, où on a découvert une seule dent. Alors ça peut paraître un peu maigre, pour ce qui concerne les dents, puisque c'est pour cette raison que je suis ici aujourd'hui, il est vrai que longtemps, on a assez peu étudié les dents, ou assez rapidement, et on n'était pas très intéressé par les dents. Bon, certains chercheurs l'étaient plus que d'autres, évidemment, mais globalement, il n'y avait pas une profusion d'études sur les dents, qui paraissait un matériel pour les étudiants. Moi, je sais, quand j'étais étudiante, pour les étudiants, c'était un peu rébarbatif, l'étude des dents. On prenait des mesures éventuellement, on regardait les mesures, et puis c'était à peu près tout. On voyait bien que la morphologie était un peu différente, mais il n'y avait pas vraiment de grand développement sur l'étude des dents. Les choses ont bien changé, donc c'est ça que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui. Vous allez voir, j'espère que je vais vous convaincre de quelle façon les dents peuvent apporter des informations absolument précieuses dans tout un tas de domaines qui peut-être va vous surprendre, pour mieux comprendre ces néandertaliens. Et on va voir trois éléments, disons que j'ai essayé de classer un peu en trois grandes parties. D'abord, ce que l'étude des dents nous ont appris, nous apprennent ou vont nous apprendre, on verra au fil de la conférence, sur l'histoire du peuplement par Néandertal, sur leurs caractéristiques biologiques, la santé, ce qu'on appelle l'histoire de vie des individus, mais aussi sur leur mode de vie et comportement. Alors juste avant d'entrer dans ces informations, un petit rappel, les Néandertaliens avaient le même nombre de dents que nous, hein, exactement. Donc 32 dents permanentes, 4 x 8 par hémimâchoire. Voilà ici un maxillaire néandertalien et ici une mandibule. Ça c'est le site de l'Aquina et ça c'est le site de Spie en Belgique, par rapport donc à nous. Les mêmes nombres de dents, les mêmes dents, 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires. Ça c'est pour les dents définitives, hein, les dents des adultes. Et comme nous, ils avaient des dents de lait qui se mettaient en place au cours de l'enfance, 20 dents de lait que vous voyez ici, en bleu. Et vous voyez, j'espère que vous le voyez sur l'écran, les dents permanentes là, hein, qui sont en cours de formation et qui vont sortir en dessous. Voilà des enfants néandertaliens. Celui de Pêche de Lazé en Dordogne, Roc de Marsal en Dordogne également, et puis l'Aquina dont j'ai déjà parlé en Charente était Chiquetache. Et vous pouvez voir, alors par exemple, Pêche de Lazé n'a que des dents temporaires, des dents de lait. C'est le cas de Roc de Marsal aussi. En revanche, l'Aquina, vous voyez ici en bas, il a les 2 premières dents là qu'on voit, ce sont des molaires de lait, et la troisième, là, la toute dernière, c'est une molaire permanente qui était en train de sortir. Donc une dentition, ce qu'on appelle une dentition mixte, avec à la fois les dents de lait et les dents permanentes qui sortent. Et puis Techiqtash en Ouzbékistan, qui est un peu plus âgé et qui, comme l'Aquina, a à la fois des dents de lait et des dents permanentes. Ça, c'est une petite remarque amusante. Nous avons, beaucoup d'entre nous, ou en tout cas beaucoup d'entre vous, ont eu des problèmes avec leurs dents de sagesse. Il faut savoir que les Néandertaliens n'avaient pas de problème du tout avec leurs dents de sagesse, pour la raison suivante. Vous voyez ici une image de mandibule, celle de l'Aquina ici et celle de Spie. Et la dernière dent, là, la troisième molaire, c'est celle-ci, la toute dernière, c'est celle-là, la dent de sagesse. Et si vous regardez, vous verrez que derrière, il y a encore de l'espace, il y a encore de la place. Alors que chez nous, regardez la branche ici, qui recouvre déjà la dernière molaire qui passe devant, hein, notre mandibule, un corps qui est beaucoup plus court. Et donc souvent, le problème, c'est que nous n'avons pas la place pour laisser sortir la dent de sagesse, alors que les Néandertaliens, non seulement avaient la place pour leur dent de sagesse, mais ils avaient encore de la place derrière, donc ils n'avaient aucun problème de dent de sagesse. Voilà. Pas besoin de dentiste pour ça, en tout cas.
Alors d'abord, qu'est-ce que l'histoire des dents? Je vais juste vous présenter assez rapidement, parce que ce n'est pas spécifique sur Néandertal, mais quand même, qu'est-ce que l'histoire des dents nous a appris récemment sur l'histoire du peuplement par Néandertal? Et pour ça, je vais revenir à cette question de Néandertal Homo sapiens. Et donc, je vous l'ai dit, notre espèce Homo sapiens, et la plupart d'entre vous le savent, est arrivée aux alentours de 50 000 ans en Europe. Et cette période 50-35 000 ans, c'est une période donc de grands changements biologiques, avec ce remplacement de population, des Néandertaliens remplacés par des Homo sapiens, et culturels. Alors, je vous l'ai dit aussi, je vous l'ai rappelé aussi, donc on associe Homo neanderthalensis, enfin les Néandertaliens, au paléolithique moyen, tout ça en Europe, hein. Et puis Homo sapiens au paléolithique supérieur. Homo sapiens a produit du paléolithique moyen, mais pas en Europe. Or, on s'intéresse. Alors, parmi les premières industries lithiques du début du paléolithique supérieur en Europe, on a les industries de l'Aurignacien. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous en avez peut-être déjà entendu parler ici par certains intervenants. Mais donc, on a les industries de l'Aurignacien qui sont divisées en plusieurs phases, proto-Aurignacien, Aurignacien ancien et récent. Et dans les années 2000, certains chercheurs ont remis en cause l'association classique entre ces industries du début du paléolithique supérieur et Homo sapiens. Alors pour quelles raisons? Il se trouve qu'on avait tout un tas de fossiles attribués à l'Aurignacien en Europe, en Allemagne notamment, mais aussi en France, pour lesquels l'amélioration des mesures de datation a permis de redater ces fossiles. Donc on a redaté un certain nombre de ces fossiles directement, non pas en datant les couches archéologiques associées, mais en datant directement ces ossements. Et là, patatras. Certains n'étaient pas aurignaciens, mais un peu plus récents. C'est le cas de Cro-Magnon, que vous connaissez. Cro-Magnon était censé être aurignacien. En fait, il est un peu plus récent, il est gravétien. Et puis, il y a des fossiles, notamment en Allemagne, qui n'étaient même pas paléolithiques du tout, qui étaient beaucoup plus récents qu'avec quelques millénaires. Donc, on a perdu, entre guillemets, dans nos échantillons, plein de fossiles attribués à l'aurignacien. Donc il y a des chercheurs qui ont constaté ça, qui se sont rendus compte que finalement, quand on faisait la liste de ce qui restait comme reste humain associé à l'Aurignacien, il ne restait pas grand-chose. Il restait des restes très fragmentaires, et des dents notamment. Et il y a eu une petite bataille, je ne vais pas vous le cacher, il y a une petite bataille entre des collègues qui ont... Alors, je vais avancer, voilà, je reviendrai sur la diapo précédente, qui ont discuté notamment en disant... le site de Brassampouille qui a livré tous ces restes qui sont, eux, bien associés à de l'Aurignacien, on en avait quelques-uns bien associés à l'Aurignacien, ce sont des dents et on ne peut pas savoir si c'est des Néandertaliens ou des Homo sapiens. Alors quand je dis qu'il y a une petite bataille, c'est parce que je vous ai dit, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, finalement, on étudiait de manière un peu rapide les dents. Et puis, les changements sont venus de cette collègue, Shara Bailey notamment, pas uniquement elle, mais elle a joué un grand rôle là-dedans, une chercheure américaine qui travaille à New York, qui a regardé de façon beaucoup plus détaillée les dents des Néandertaliens et pas seulement, les dents en général. Et pour ce qui est des dents des Néandertaliens, alors on connaissait des caractères. On savait notamment déjà qu'ils avaient cette forme étrange. Alors ça, c'est un maxillaire d'Homo sapiens, et ça, c'est un Néandertalien. Et vous voyez les dents de devant, les incisives notamment, qui ont ces bourrelets très marqués avec comme repliés. C'est ce qu'on appelle des incisives en pelle. Alors ça existe dans les populations actuelles, asiatiques notamment, mais c'est jamais aussi développé que ça. Et ça, c'est un caractère typique des Néandertaliens. Et Shara Bailey, elle ne s'est pas contentée de regarder ça, qui était un caractère déjà connu, elle a regardé dans le détail la surface des dents. Alors, tous les tubercules, qu'on appelle les cuspides, les sillons, etc., elle a regardé ça dans le détail, et elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait beaucoup de caractères qui permettaient d'identifier les Néandertaliens, ou en tout cas, qui distinguaient les Néandertaliens des Homo sapiens. Alors, comme je suis un peu de travers par rapport à l'écran, je vais me déplacer. Est-ce que vous m'entendez si je me mets là ? Voilà. Je vois, parce que sinon je ne vois pas bien là-bas. Donc par exemple, ça c'est des prémolaires, hein, donc des dents un peu plus loin. Et vous voyez ici, à gauche, une dent néandertalienne. Vous voyez qu'elle est comme tronquée ici, alors que la dent d'Homo sapiens c'est beaucoup plus large. Je vais vous montrer aussi celle-ci, une molaire inférieure. Là, il y a une crête qui relie ces deux tubercules qui n'existent pas chez Homo sapiens. Vous voyez que la forme de ces molaires supérieures est différente aussi. Donc tout un tas de caractères, et maintenant on en a décrit beaucoup, qui permettent de distinguer les dents des Néandertaliens et des Homo sapiens. Alors, je reviens à mon histoire de petite querelle. Cette chercheure, Shara Bailey, et un collègue ont repris l'étude des dents de Brassampouille et ils ont montré qu'en fait, c'était bien des dents d'Homo sapiens. Moi-même, j'ai travaillé sur 2 sites en Charente, le site de chez les Rois et le site de l'Aquina. Et les études ne sont pas terminées. Et j'ai un étudiant en thèse qui va démarrer sa thèse au Musée de l'Homme très bientôt, enfin d'ailleurs qui démarre. Et ah bah oui, je le vois, il est là, Jérôme. Bonjour Jérôme, qui va continuer à travailler sur ces 2 sites, qui ont livré des restes humains associés à de l'Aurignacien,
Alors, il y a quelques problèmes encore, ça va faire partie du travail pour certaines dents des rois pour lesquels on n'est pas très sûr de l'association. Mais dans un premier temps, pour l'instant, ce que j'ai pu étudier montre également que ce sont bien des Homo sapiens. Donc maintenant, grâce à l'étude des dents, on remet Homo sapiens comme artisan des industries de l'Aurignacien, alors que c'était tout à fait contesté dans les années 2000 et que certains chercheurs pensaient que peut-être c'était les Néandertaliens qui avaient fabriqué ces industries du début du Paléolithique supérieur. De la même façon, c'est l'étude des dents aussi qui a permis de proposer, alors vous voyez, je dis proposer, non pas montrer parce que c'est controversé, proposer qu'on avait déjà des Homo sapiens dans le sud de l'Italie ou en Angleterre il y a 45-43 000 ans. Et puis ce sont également des Homo sapiens qui ont produit les industries appelées proto-aurignaciennes. Mais ça, c'est encore une démonstration encore un peu faible. Il y a des questions, des discussions. Donc voilà, ça reste une proposition pour l'instant. Mais en tout cas, vous voyez que l'étude des dents déjà permet d'apporter des informations nouvelles sur l'histoire du peuplement par Néandertal et par Homo sapiens. Alors maintenant, on va essayer de voir ensemble comment l'étude des dents nous apporte des informations sur les caractéristiques biologiques et la santé, ça vous en doutez peut-être un peu plus, et ce qu'on appelle l'histoire de vie des individus. Alors d'abord, question santé, évidemment, tout de suite on se pose la question des caries. Alors voilà quelques exemples de caries chez des Néandertaliens. On a une carie sur ce fossile de Cima de las Palomas en Espagne, Baudelot-Béziers dans le Vaucluse, c'est ici, le trou ici. Et puis, une toute petite carie qui démarrait à peine sur un fossile italien, ici, d'Inadale, avec une vue au microscope. Alors, on connaît quelques caries néandertaliennes, et je dis bien quelques, parce qu'en réalité, sur des milliers de dents découvertes, alors on en a loupé sûrement, on ne les a peut-être pas toujours bien cherchées, donc on en a loupé sûrement, mais en réalité, voilà tout ce qu'on connaît, tous les individus qui portent des caries. Donc on en est à 7, il y en a peut-être un peu plus, j'en ai peut-être oublié un ou deux, mais voilà. Donc très très peu de caries en réalité par rapport à nous, les Néandertaliens avaient très très peu de caries. On a longtemps dit que c'était simplement lié à l'absence de consommation de sucre, notamment de sucre raffiné, etc. avant l'agriculture. Il y a des études qui émettent l'hypothèse que ça pourrait être lié aussi à des caractéristiques du microbiote de la bouche, dont on va reparler tout à l'heure. On ne le sait pas, mais en tout cas, ils n'avaient pas beaucoup de caries. Donc ils n'avaient pas de problème de dents de sagesse, ils n'avaient pas de caries, pas mal. Ils avaient de la chance. En revanche, ils n'avaient pas beaucoup. Alors, leurs dents s'usaient énormément, évidemment, à cause de l'alimentation et des particules abrasives dans l'alimentation. Et ils avaient plein de problèmes de parodonte, donc de gencives, de résorption, les dents qui se déchaussaient, etc. Voilà Alors, évidemment, quand on a des fossiles, parfois, le bord de l'os, qui est même pas quasiment tout le temps, mais très souvent, le bord de l'os qui recouvre les racines des dents est souvent abîmé après le dépôt de l'individu dans le sol, de façon post-mortem. Mais vous voyez ici, par exemple, ça c'est un bord alvéolaire qui est bien préservé, c'est le bord de l'os qui est normal, et vous voyez que les racines étaient apparentes, les dents étaient déchaussées. Vous voyez l'état d'usure dentaire de cet individu, par exemple espagnol, qui est très 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 marqué. Les dents de devant, les dents antérieures, les incisives étaient également très très usées. Voilà l'individu de la quina, c'est son maxillaire, c'est les dents d'en haut. Vous voyez l'état des incisives, c'est extrêmement usé. Donc pas mal de pathologies. Il y a quelques années, il y a une étude qui est sortie sur cet individu d'El Cidrón. El Cidrón, vous allez beaucoup en entendre parler. C'est un site espagnol avec un individu qui vraiment n'a pas eu de chance, lui. Donc il avait... Voilà sa mandibule, et ici, là, vous voyez son maxillaire et sa mandibule, les deux mâchoires réunies. Sur sa mandibule, devant, en fait, il y avait une drôle de chose, c'est une canine de lait qui est restée en place. Il n'a pas perdu sa canine de lait, elle est restée en place, elle est là. Et par contre, la canine permanente, la canine définitive, elle avait quand même commencé à pousser, et elle s'est retrouvée à l'intérieur de l'os. Alors, on peut la voir, on voit la racine de cette canine qui est ici, sous la toute dernière molaire. Vous la voyez ici sur l'image, alors ce n'est pas une image radio, c'est une image scanner, mais vous la voyez ici. Et la canine permanente, elle est là. Et alors la présence de cette canine permanente dans l'os a créé bien des problèmes, et notamment ce qu'on appelle des sinus ou des kystes qui se sont régulièrement infectés. Et vous voyez ici qu'il y avait un énorme abcès sous cette molaire. Donc vous voyez ici plusieurs vues grossies. Donc cet individu a eu beaucoup de problèmes et probablement pas mal de douleurs à cause de cette pathologie étrange qui fait qu'il avait cette canine de lait qui était restée et la canine permanente qui s'est développée à l'intérieur de l'os à l'horizontale. De façon intéressante, ce n'est pas le seul individu du site, il y a un autre individu celui-ci est un adulte, un homme adulte, il y a un adolescent du site qui lui aussi a gardé une canine de lait, donc il y a probablement une origine génétique à cette malformation.
En dehors de la santé, l'étude des dents peut nous apprendre des informations sur... alors d'abord, on étudie la formation des dents elles-mêmes, et sur l'âge, peut nous permettre de donner un âge aux enfants. Et on va voir comment. Alors vous le savez, les dents de lait se mettent en place, et les dents définitives se mettent en place au cours de notre vie, hein, depuis la naissance jusqu'à la sortie de la dent de sagesse, progressivement, selon une séquence qui varie un peu selon les individus, mais qui est quand même toujours la même, avec évidemment des variations dans les âges. L'éruption ou l'émergence, hein, c'est la sortie de la dent en bouche quand elle arrive à l'occlusion. Les premières dents de lait, elles apparaissent vers 6-10 mois. Et puis elles apparaissent toutes. Mon fils, qui a actuellement 13 mois, en souffre pas mal, hein. C'est pas génial. Et la première dent permanente, c'est la première molaire permanente, elle sort aux alentours de 6 ans. Mais vous voyez sur la diapositive, il y a des variations, hein, entre 5 et 8. Voilà, en moyenne 6 ans, mais il y a des variations. Les canines, par exemple, se mettent en place plus tôt chez les filles que chez les garçons. Alors grâce à ça, évidemment, on peut regarder l'état de développement des dents pour essayer de déterminer l'âge d'un crâne fossile. On a des chartes comme ça qui ont été établies chez l'homme actuel, hein, et qui permettent, en grisé, ce sont les dents de lait, et en clair, ce sont les dents permanentes, et vous voyez en fonction de l'âge la séquence d'éruption, d'émergence. En réalité, c'est précis, mais on peut être encore un peu plus précis si on regarde non seulement l'éruption des dents, mais également leur état de développement. C'est-à-dire, est-ce que telle dent a sa couronne qui est développée, sa racine, puisque la couronne se forme d'abord et la racine ensuite. Donc vous voyez ici une autre charte qui code, en fait on code, hein, on regarde les dents et puis on dit la couronne elle était complète, ça correspond à ce stade ici de développement, ou la couronne et la racine étaient complètes, c'est la fin de formation de la dent, elle était ici, puis entre les différents stades de formation. Et grâce à ça, on arrive à être un peu plus précis sur la détermination de l'âge. Alors pour ça, évidemment, il faut soit avoir la dent dans la main, soit, quand c'est des dents qui sont incluses dans l'os, avoir des radios, c'est le cas ici. Ou maintenant, aujourd'hui, grâce à vous avez sûrement déjà assisté à des conférences en anthropologie avec des images d'anthropologie dites virtuelles, hein, grâce aux données scanner, donc on passe les fossiles, ça c'est le fossile de l'Aquina ici, qui était l'enfant de l'Aquina qui a été scanné il y a quelques mois ici au muséum, qu'on passe dans des scanners et qui nous permettent, voilà ici le maxillaire d'un enfant néandertalien belge en Gis, vous voyez ici l'os, et puis l'image scanner qui nous permet de voir à l'intérieur les dents qui sont encore incluses dans l'os. Donc là, typiquement, les incisives et les canines, ces dents permanentes étaient dans l'os en cours de formation. Vous voyez qu'on peut obtenir des images comme ça aussi des dents. Voilà un autre exemple d'une dent du site de Rocampagne en Maine-et-Loire qui a été scannée. Donc on a ces coupes selon 3 axes qui permettent de reconstituer la dent en 3 dimensions, et puis on peut aller explorer l'intérieur de la dent. En fait, ça c'est la même image. À droite, on a enlevé virtuellement sur l'ordinateur l'émail. On a enlevé l'émail et on n'a que la surface de la dentine. Alors, pour revenir à ma question de l'âge des enfants néandertaliens, donc grâce à la séquence d'éruption des dents, par exemple, on attribue à l'enfant du Pech de Lazé, qui n'a que des dents de lait, et en fonction donc de l'état de sortie de toutes ces dents, un âge d'environ 2 ans. Le fossile de l'Aquina, on lui donnait entre 5 et 8 ans, plus probablement on lui donne aux alentours de 6 ans et demi. Mais je vous ai dit, donc, pour être plus précis, alors je continue juste avant, pour être plus précis, ce serait bien d'avoir effectivement les radios, l'état de développement des couronnes, etc. Là, c'est 2 autres fossiles, Devil's Tower à Gibraltar, donc sur le rocher de Gibraltar, dont l'âge était estimé classiquement à 3 à 6 ans, et puis Skladina, un individu découvert en Belgique, que vous voyez ici, c'est tout ce qui reste de lui. Il y a d'autres dents, il en manque là, dont l'âge est estimé entre 8 ans et demi et 12 ans. J'avais des collègues qui pensaient plutôt 12 ans, et en tout cas la plupart disaient vers 10-11 ans, notamment en fonction du développement de ces molaires permanentes. Alors, il restait plusieurs questions. D'abord, effectivement, essayer d'avoir des informations plus précises en allant regarder vraiment l'intérieur des dents. Et puis aussi, il reste une question, je vous ai dit, tout ça, on l'a établi à partir des chartes qu'on connaît chez l'homme actuel. Mais il reste une question, c'est est-ce que la vitesse de développement des dents était la même que la nôtre en réalité ? Alors, il y a un moyen d'essayer de répondre à cette question, c'est d'aller encore un peu plus profondément à l'intérieur de la dent et de regarder les dents. C'est comme les cernes comme les troncs d'arbres, hein. Elles ont des stries de croissance. Là, c'est la dendrochronologie, vous le savez, hein, les troncs d'arbres ont des stries de croissance. Les dents ont également des stries de croissance. Alors, elles ont des stries hebdomadaires. Alors, entre vous et chez nous tous, ça va varier entre 7 et 9-10 jours. En gros, tous les 7 à 9-10 jours se marquent
à l'intérieur de la dent une strie qu'on appelle la strie de Rhésus, qu'on peut voir parfois à la surface des dents aussi. Elles émergent, on les voit. Alors vous voyez ici, ça c'est la surface externe d'une dent où on voit les reliefs et vous voyez toutes ces stries qui marquent en fait la croissance toutes les semaines. Voilà ici à l'intérieur les marques les plus foncées, là, ce sont ces stries. Et puis il y a encore à l'intérieur de ces stries des stries encore plus fines qui marquent la croissance quotidienne. Donc chaque jour, en fait, en regardant au microscope, alors évidemment, il faut vraiment aller au microscope, en regardant au microscope, on peut voir ces stries qui marquent la croissance quotidienne de la dent. En 2006, il y a une première étude qui est sortie, où des collègues ont pris 2 dents du site de La Chaise en Charente et ont étudié ça. Alors quand je dis qu'ils les ont étudiées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont coupé la dent. Parce que pour aller voir ces stries, effectivement, il fallait couper la dent. Ils ont coupé la dent, ils ont fait une lame mince, ils ont regardé ça au microscope. Ils ont regardé au microscope et ils se sont rendus compte que les stries de Rhésus étaient espacées de 7 jours. Donc comme chez certains d'entre nous, pas de différence a priori dans ces périodicités de ces stries hebdomadaires. Et puis, quand ils ont regardé la totalité de formation de la couronne de ces 2 dents, et notamment de celle-ci, ils ont conclu qu'il n'y avait pas de différence et que les dents des Néandertaliens se développaient comme les nôtres. L'histoire n'était pas finie, puisqu'à la suite de ça, il y a eu beaucoup d'autres études. Alors, un facteur limitant, vous l'avez compris, c'est couper les dents. On n'aime pas trop couper les dents des fossiles, c'est assez embêtant. Mais on a une possibilité qui est celle d'utiliser ce rayonnement synchrotron, cet énorme accélérateur de particules, il y en a un à Grenoble, il y en a un ici en Île-de-France, qui permet d'obtenir des images de résolution identiques à une coupe au microscope, en fait. Voilà des images d'une dent au synchrotron, et vous allez voir sur la diapo suivante, voilà une dent qui a été coupée et scannée au synchrotron, ou plutôt scannée au synchrotron puis coupée. À gauche, c'est l'image de la dent coupée, et ça, c'est la même image au synchrotron. Et pareil ici, vous avez en couleur la dent vue au microscope en lame mince, et puis l'image synchrotron, et vous voyez qu'on a exactement la même image. On a une résolution qui est de 0,7 microns, donc 0,7 dixième de millimètre. Donc c'est vraiment, et ça permet de voir, vous pouvez voir sur l'image en bas, les stries de Rhésus hebdomadaires, et à l'intérieur de compter les stries quotidiennes. Donc là, on était bien contents parce que du coup, mes collègues qui travaillaient là-dessus pouvaient se mettre à étudier des dents néandertaliennes sans avoir à les couper. Néandertaliennes et autres, il n'y a pas que les néandertaliens. Moi, je suis là pour vous parler des néandertaliens, mais il n'y a pas que les néandertaliens. Et on a eu quelques surprises. Alors, l'enfant de Devils Tower, Gibraltar, qui est estimé à 3-6 ans, finalement, 4 ans et demi. Alors, ça reste dans la fourchette de l'estimation première. Par contre, voilà, vous voyez qu'on arrive à un âge extrêmement précis, ce qui est quand même bien utile de connaître l'âge exact de cet enfant si on veut étudier la croissance des Néandertaliens. L'enfant de Skladina, alors la grosse surprise, l'enfant de Skladina qu'on pensait avoir 10-11 ans, en réalité était mort à l'âge de 8 ans. D'où non seulement une surprise par rapport à cet individu, mais plus généralement, cette collègue qui a travaillé, j'ai une collègue en particulier qui a étudié d'autres néandertaliens et trouvait toujours la même chose, que leurs dents semblaient se développer plus vite. Alors l'histoire n'est pas terminée non plus, il y a encore des discussions. Ce qui ressort à l'heure actuelle, c'est que certaines dents se formaient plus vite, mais pas toutes, donc il y a pas mal de discussions. Pourquoi ça peut être intéressant de le préciser? Ce qui est en filigrane évidemment derrière, c'est pas seulement la formation de leurs dents et l'âge au décès des enfants, mais c'est important évidemment, vous le comprenez, pour savoir déterminer l'âge au décès d'un enfant néandertalien, mais c'est également de savoir si la croissance des néandertaliens globalement, parce que la croissance des dents, elle est liée aussi à tout un tas de paramètres de la croissance des enfants en général, et donc est-ce que leur croissance était plus rapide que la nôtre? Le débat n'est pas encore tranché, les études se poursuivent, mais voilà, vous voyez qu'on a maintenant les moyens d'y répondre grâce à l'étude des dents. Je vais poursuivre sur ce que l'étude des dents peut nous apporter en termes d'étude des modes de vie et des comportements des Néandertaliens. Et on va commencer évidemment par quelque chose qui tombe sous le sens, l'alimentation. Alors l'alimentation, on n'a pas besoin de l'étude des dents, vous allez me dire, et vous aurez raison. On connaît les sites archéologiques, des milliers de sites archéologiques dans lesquels ont vécu ou sont passés les Néandertaliens. On a les restes de faune qu'ils ont mangés. Donc depuis très 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 longtemps, on sait que c'était des consommateurs de grands herbivores. Mes collègues archéozoologues travaillent et apportent de très très nombreuses et précieuses informations sur leur comportement de subsistance en général, la façon dont les animaux qu'ils mangeaient, mais la façon dont ils les chassaient, etc. Donc on connaît l'alimentation des Néandertaliens. Les études ont montré que globalement, mais voilà, certains collègues à moi ne seraient pas d'accord, mais en tout cas
En quantité, on va dire en pourcentage, il y avait peu d'exploitation des petits mammifères, même si on en connaît des exemples, et que plus on les cherche et plus on en trouve. On sait qu'ils utilisaient des plantes, mais l'utilisation alimentaire n'est pas très claire. Alors évidemment, les Néandertaliens, nos plus proches cousins, étaient omnivores et personne n'a jamais pensé que ce n'était pas le cas. Hein. On ne peut pas survivre en tant que membre du genre Homo avec une alimentation exclusivement carnée. Ce n'est pas possible. Il faut une alimentation végétale et il faut aussi apporter notamment des matières grasses pour pouvoir processer toute cette alimentation carnée. Donc on sait qu'ils étaient omnivores. Mais quand même, on ne connaît pas grand-chose, évidemment, parce que dans les sites archéologiques, ça se conserve de temps en temps. On trouve des micro-restes végétaux, mais c'est assez rare. Donc on ne connaît pas grand-chose de l'alimentation végétale, quelles plantes ils mangeaient, etc. On connaît des sites, notamment sur le rocher de Gibraltar, qui montrent la consommation de poissons, de coquillages, d'animaux marins. Mais ça semble avoir été assez réduit. Alors là aussi, il y a des biais, il y a des problèmes. C'est qu'à cause du remontée des niveaux des mers, il y a probablement beaucoup de sites côtiers qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc on manque d'informations. Et puis, bon, l'ensemble des études a l'air de montrer que c'était quand même pas des grands consommateurs de ressources marines. Mais encore une fois, il y a des doutes, où on avait des doutes à cause de ces questions de préservation. Par exemple, évidemment, les restes de poissons se conservent très mal dans les sites archéologiques. Donc même s'ils en mangeaient, on ne va pas forcément le voir. Donc toutes ces questions, l'alimentation végétale, la consommation d'herbivores éventuellement qu'on ne verrait pas, et on pense aux mammouths, qu'on ne ramène pas forcément dans le site archéologique, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en mange pas quand on en croise un sur le bord de la route mort. Les ressources donc aquatiques, j'en parlais, et puis il y a toujours en filigrane la question de, encore une fois, c'est un peu comme les sépultures tout à l'heure, Néandertal, l'alimentation de Néandertal, c'est plutôt la question de la diversité de l'alimentation en fonction des régions, en fonction des périodes chronologiques, 450 000 ans ou 400 000 ans d'existence, un vaste territoire géographique, des variations climatiques, donc des environnements très différents. On peut supposer que l'alimentation était également variée. Alors il y a une 10-15 ans maintenant, se sont beaucoup développées les méthodes d'analyse chimique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il faudrait presque une conférence en entier. Mais en tout cas, voilà, le truc classique, on est ce que l'on mange, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que les éléments, les ossements enregistrent dans leur composition chimique l'origine des matériaux à partir desquels ils sont formés, et donc via l'alimentation. Alors on étudie tout un tas d'éléments chimiques, le carbone, l'azote, le strontium, on ne va pas parler de tout ça. Simplement, alors on va les étudier dans deux composantes différentes du squelette, soit la partie minérale, vous savez que nos os, ils ont une partie minérale, avec donc notamment beaucoup de calcium, mais pas que. Donc on va étudier les atomes, notamment par exemple le carbone, le strontium, l'oxygène, peu importe, dans la partie minérale des os ou des dents. Et puis il y a aussi dans nos os une fraction organique que vous connaissez, des protéines et notamment le collagène. Et c'est là beaucoup qu'on a étudié les atomes de carbone et d'azote. Alors j'ai parlé ici d'isotopes. Vous savez, les isotopes, ce sont des variantes d'un même atome en fonction du nombre de protons et neutrons, le nombre de protons étant le même. Le carbone 13, carbone 12, vous connaissez le carbone 14 qui sert à dater. Donc ceux-là, ce ne sont pas des isotopes radioactifs, ce sont des isotopes stables, comme on dit. Et c'est eux qui, notamment le carbone et l'azote, qui renseignent sur l'alimentation. Alors, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais ça, c'est pour vous montrer. On étudie donc le rapport de ces isotopes, du carbone et de l'azote. Alors, vous verrez des graphiques comme ça, vous avez en fait l'azote, la composition chimique de l'azote ici, la composition du carbone ici. Et vous voyez sur ces graphiques avec les valeurs obtenues pour différents animaux. Et vous voyez ici que les herbivores se trouvent là, donc, et que les carnivores, en fait, ont des valeurs plus élevées dans le rapport isotopique de l'azote. Donc là, ce sont tous les herbivores, et là, les carnivores, il y a des hyènes, des loups, du lion des cavernes. Ça, c'est une étude qui a été faite sur des sites de Belgique, à nouveau, dans lesquels on a découvert des néandertaliens. Alors, il y a eu énormément d'études, pas que sur des sites de Belgique. Je ne sais plus à combien on en est d'individus néandertaliens pour lesquels il y a eu ce genre d'études, mais ça doit être une trentaine maintenant, dans plusieurs régions d'Europe. Et on obtient à peu près toujours la même chose. Les néandertaliens, ils arrivent toujours ici, c'est-à-dire au sommet de la chaîne alimentaire, avec les grands carnivores de type hyène. Alors ça peut paraître surprenant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que du coup, ils étaient plus carnivores que les carnivores, ce qui pose beaucoup de questions. Je vous répondrai à vos questions si vous en avez, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, donc des carnivores qui sont donc au sommet de la chaîne alimentaire avec les grands carnivores. Alors, un des facteurs limitants de ce genre d'études, c'est que ce genre d'études
concerne les protéines de l'alimentation. On n'a pas toute l'alimentation en réalité qui est reflétée dans ces valeurs d'isotopes, mais ce sont les protéines de l'alimentation. Donc ça veut dire que la source des protéines de l'alimentation des Néandertaliens était vraiment une source dans la viande des animaux. Et donc il y a eu pas mal de critiques par rapport à ces méthodes et par rapport à ces résultats, sur cette part végétale qui finalement échappe encore un peu aux analyses. On n'arrive pas vraiment à caractériser la part végétale. On ne connaît finalement toujours pas, même si on montre qu'effectivement c'est des grands carnivores, on sait qu'ils étaient omnivores et qu'ils devaient consommer des plantes, mais on ne sait toujours pas quelle quantité, quel type de plantes. Et puis, les ressources alimentaires aquatiques aussi sont difficiles, notamment aquatiques d'eau douce, sont difficiles à mettre en évidence avec ce genre d'études. Donc, on se pose la question d'un régime plus varié. Et c'est là que l'étude des dents est intervenue. J'ai des collègues qui travaillent sur les micro-usures dentaires. Alors là aussi, on ne va pas détailler la méthode, mais donc vous voyez que sur la surface des dents, en fait, quand on regarde à très très fort grossissement aussi au microscope, on peut faire des cartographies des reliefs. Des cartographies des reliefs, on obtient des images comme ça. Et selon si vous mangez plus ou moins de viande, des aliments végétaux durs, plus ou moins durs, etc., les reliefs à la surface des dents, donc vraiment à cette échelle, vous voyez, c'est 130 par 100 microns, donc cette échelle microscopique sont différents. On connaît ça, on l'a démontré, on l'a vu aussi sur des populations actuelles. Et donc j'ai des collègues qui ont étudié ça chez les Néandertaliens et qui les ont comparés aux populations actuelles avec des régimes alimentaires connus. Alors, une petite différence à garder en tête, c'est que ça donne, en gros, les traces qu'on observe, comme ça, qui sont vraiment des micro-traces très, très fines, sont produites les derniers jours avant la mort de l'individu, c'est-à-dire, c'est les derniers jours de l'alimentation. Les analyses des isotopes dont je vous ai parlé juste avant, c'est une moyenne sur les plus dernières années. Donc ça peut expliquer aussi certaines différences. Mais en tout cas, ces études ont montré que, en tout cas les collègues qui ont étudié ça, ont montré que certains Néandertaliens consommaient bien et avaient bien mastiqué des restes végétaux et ont montré que les Néandertaliens qui vivaient dans des environnements plus boisés, plus tempérés, etc., consommaient davantage de plantes que ceux des milieux très ouverts, moins boisés. Bon, ça paraît sensé. Alors, ceci dit, les études sur les dents ne sont pas terminées là, et vous avez peut-être entendu parler, on en a pas mal parlé ces dernières années, d'études du tartre. Il y a de plus en plus d'études qui se font sur le tartre dentaire. Alors voilà deux exemples, à Spie en Belgique à nouveau et à Sidron en Espagne. Vous voyez le tartre ici qui s'est déposé sur les dents. Alors moi quand j'étais étudiante, quand on trouvait des dents dans des sites archéologiques et qu'il y avait plein de tartre, on l'enlevait le tartre. On prenait les outils de dentiste et puis on nettoyait la dent pour pouvoir bien regarder sa forme, etc. Je peux vous assurer que maintenant on n'y touche plus du tout, puisque le tartre a montré qu'il pouvait révéler pas mal d'informations, et notamment dans le tartre sont attrapés, je dirais, parfois des micro-restes végétaux. Alors, ce qu'on appelle les phytolithes, qui sont des concrétions minérales des végétaux, qui sont spécifiques, c'est-à-dire que telle espèce de plante va avoir, vous en avez plusieurs ici sur l'image, vous voyez qu'il y a des formes différentes, donc telle espèce de plante va avoir un phytolithe de forme différente, qui va permettre d'identifier l'espèce. Et c'est la même chose avec les grains d'amidon, ces glucides qui servent de réserve aux végétaux, qu'on retrouve également dans le tartre. Alors c'est l'engouement en ce moment depuis 2010 pour les études du tartre des Néandertaliens. Donc la première étude, je vous le dis, c'est en 2010, qui avait montré dans plusieurs Néandertaliens, dont celui de l'Aquina, celui de Spie, la présence de grains d'amidon de plantes herbacées, les triticées, c'est la famille auquel appartiennent le blé par exemple, donc des graminées. Et puis, ou l'orge. Et puis aussi des grains d'amidon de tubercules, de liliacées, donc d'organes de réserve riches effectivement en amidon. Il y a une des études les plus récentes, c'est 2018, vous voyez qu'ils ont étudié 31 individus de 13 sites néandertaliens uniquement. Et voilà, ils ont montré qu'il y avait effectivement dans le tartre de tous ces individus des micro-restes de végétaux, donc l'utilisation des plantes qui semble avoir été tout à fait commune, alors que ce soit, vous voyez, en Croatie, en Italie, enfin surtout leur carte, je vous la remets, voilà tous les sites qu'ils ont étudiés, donc de la Grèce jusqu'à la Charente et de la Belgique jusqu'au sud de l'Espagne. En revanche, contrairement aux études sur l'usure dentaire, ils n'ont pas
montré, ou en tout cas, ils n'ont pas observé de différence selon les environnements et selon les régions occupées par ces néandertaliens. Donc là, tout reste ouvert. Ils ont l'impression qu'eux, en tout cas par l'étude des restes végétaux dans le Tartre, que les néandertaliens, en tout cas dans leur échantillon qui avait davantage accès à des plantes, n'en ont pas consommé plus. Alors bon, évidemment, c'est pas si simple. Il y a beaucoup de choses à discuter sur l'étude du Tartre. Mais en tout cas, voilà, les discussions restent ouvertes. Mais à la fois, l'étude de la micro-usure dentaire et l'étude du Tartre commence en tout cas à révéler des choses sur la consommation des plantes par les néandertaliens, alors que jusqu'ici, on n'avait absolument aucune information. Il y a eu aussi quelques petites surprises. Alors, en dehors des micro-restes du Tartre, maintenant, on étudie l'ADN. Hein, vous savez qu'on étudie l'ADN des hommes fossiles. Mais on étudie aussi l'ADN qui est présent dans le Tartre. C'est-à-dire, en fait, on essaye de caractériser, ce que je disais tout à l'heure, c'est le microbiote oral. Hein, c'est l'ensemble des micro-organismes. On a un microbiote intestinal, on a aussi un microbiote dans la bouche. Et donc, on essaye de caractériser ça par l'étude de l'ADN. Et on a observé, par exemple, chez l'individu de Spie, qu'on a trouvé de l'ADN de rhinocéros, du mouflon, mais aussi de champignons. À El Cidrone, en revanche, les chercheurs, mes collègues, n'ont pas trouvé d'ADN animal. Alors là, on retombe sur ce que semblait montrer le micro-usure dentaire, c'est-à-dire qu'un individu ayant vécu dans les grandes plaines d'Europe à des périodes froides comme Spie en Belgique semble avoir consommé davantage de viande que celui d'El Cidrone qui vivait dans le sud de l'Espagne, dans un milieu beaucoup plus tempéré et plus boisé. Bon, encore une fois, il faut prendre ça avec quelques pincettes puisque c'est un individu. On est loin d'avoir montré que c'était une tendance générale. Mais en tout cas, voilà. Et puis, vous avez peut-être entendu parler de ça aussi, ça avait fait beaucoup de bruit dans les médias. Notamment cet individu d'El Cidrone, et peut-être que vous le reconnaissez, c'est celui qui avait tous ces problèmes de développement dentaire, là, de cette canine d'abcès qui s'était infectée, etc. Ils ont également identifié du peuplier, qui fait partie des espèces qui permettent d'avoir de l'acide salicylique, c'est-à-dire de l'aspirine, avec le saule, et puis de la pénicilline. Et donc là, c'est l'hypothèse que peut-être cet individu soignait ses douleurs et ses abcès dentaires avec la pénicilline et l'aspirine. Alors ça confirme une étude précédente, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une étude qui avait montré la présence notamment de pénicilline, et cette étude d'ADN a confirmé ça. Elle a aussi mis en évidence que cet individu avait un pathogène digestif. Hein. Il devait être pas mal malade. C'est voilà, le nom latin de ce pathogène digestif. Et donc, voilà, une nouvelle hypothèse. Alors là aussi, pour l'instant, c'est un élément. Il va falloir le confirmer. Du coup, je suis trop longue. Donc, je vais accélérer un tout petit peu. Pour ce qui est des comportements, on observe des traces, alors ça c'est connu depuis très longtemps, on observe des traces sur les dents qui ont été laissées par des outils en silex. Et je voulais vous mettre deux exemples. Un exemple où ici donc on a deux dents, on en connaît beaucoup, hein, excusez-moi, on en connaît beaucoup, mais en voilà deux, El Cidrone et Rochelot. Est-ce que vous voyez ici ce sillon qu'on trouve ici, et voilà une vue au microscope. Et en fait, ces sillons sont attribués, et maintenant on a eu beaucoup d'études expérimentales et beaucoup de répliques, on en est sûr. En fait, c'était l'utilisation d'un cure-dent, répété d'un cure-dent. Alors après, reste la question de cure-dent dans quelle matière. Pour l'individu d'El Cidrone, comme on a trouvé des restes de pain dans son tartre, on se demandait si ce n'était pas des petites baguettes de pain. Bon, ça peut être aussi autre chose. Hein. Mais en tout cas, voilà, des traces de... Et alors ça, c'est extrêmement fréquent chez les dents néandertaliens. Hein. Les molaires notamment, on trouve très très souvent des sillons d'utilisation, de traces d'utilisation de cure-dents. On a aussi des stries sur les dents antérieures, là, les incisives, qui sont, elles, très très fines. Hein. C'est vraiment pareil au niveau microscopique. Vous voyez une image ici de la surface d'une dent. C'est très petit. Sur les dents, et par contre, vous voyez sur ce dessin, des stries qui sont orientées, toujours dans le même sens. Et ça, on a montré que c'était en fait lié à une utilisation des dents. Alors on dit parfois comme troisième main, ou en tout cas c'est quand par exemple on tient, comme là c'est le cas de cette image reconstruite, une peau et qu'on travaille la peau avec un outil en silex et de temps en temps le silex frotte les dents et laisse des traces. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'on peut identifier grâce à la forme de la trace, hein, vous avez ici une image au microscope,
il y a la forme de la trace, alors d'abord qui permet d'être sûr que c'est bien laissé par un outil tranchant lithique, mais la forme de la trace permet de déterminer l'orientation, c'est-à-dire dans quel sens ça allait. Et grâce à ça, on peut identifier si l'individu était droitier ou gaucher. Donc ça, c'est assez amusant, et on s'est rendu compte que, bon, comme d'autres primates, et comme nous, 90% des néandertaliens étaient droitiers. Mais ça va un peu plus loin, puisque j'ai des collègues de 2015 qui ont continué, notamment ceux qui travaillent sur les grottes d'El-Cidrone, mais pas que, qui ont étudié cette fois 99 dents, vous voyez, de 19 individus. Tous avaient des stries, ces stries anthropiques, hein, ces stries de silex sur les dents. Donc tous ces néandertaliens utilisaient les dents pour faire autre chose que manger. Et ils ont observé, alors ça demande encore à être confirmé par davantage d'individus, mais quand même, ils ont observé que il y avait des différences entre les femmes et les hommes. Donc ils émettent l'hypothèse que ça témoigne, alors les stries étaient, tous en avaient, mais les femmes ont des stries plus nombreuses et plus longues. Il y a aussi des petits éclats, vous savez, de temps en temps, il y a un petit éclat d'émail en fait qui se produit. Hein, et alors là, les éclats, c'est pas au même endroit, c'est-à-dire que les hommes ont plus d'éclats d'émail sur les dents du haut et les femmes ont plus d'éclats d'émail sur les dents du bas. Et donc, il suggère que ça témoigne, ça veut dire qu'ils n'avaient pas tout à fait les mêmes activités, puisque donc, ça laissait des traces différentes entre les hommes et les femmes. Et donc, c'est peut-être un élément qui suggère une division du travail selon les sexes chez les néandertaliens. Mais évidemment, ça reste encore à démontrer de façon plus probante. Ça, du coup, je ne sais pas s'il me reste du temps, Vincent. 5 minutes? Non. Alors, du coup, je vais passer très vite, simplement pour terminer, pour vous dire qu'on peut encore apporter d'autres informations qui peuvent peut-être être surprenantes à partir de l'étude des dents, grâce à leur composition chimique. Je reviens à ces histoires d'isotopes. La composition chimique des dents peut apporter des informations sur la mobilité dans les territoires. Et alors là, je vais juste rapidement parler d'une question sur laquelle moi je travaille, qui est le strontium. Le strontium, c'est un élément qu'on retrouve à l'état naturel, notamment dans les roches du sous-sol, qui passe dans les chaînes alimentaires. Hein, avec l'érosion, ça rentre dans les plantes, et puis les herbivores consomment ça. Et nous aussi, on intègre du strontium. Alors le strontium, c'est un élément qui est très proche du calcium, ce qui fait que de temps en temps, quand on fabrique nos os ou nos dents, à la place d'intégrer du calcium, on intègre du strontium, et ça ne pose pas de problème. Moi, ça m'intéresse parce que 2 isotopes du strontium ont un rapport qui reflète, et ça ne change pas pendant tout ce processus de chaîne alimentaire, etc., qui reflète la composition, en gros, des roches du sous-sol. Donc, c'est lié, en gros, si je fais ces mesures chimiques du strontium sur du granit du Massif central ou du calcaire du bassin parisien, je n'ai pas la même valeur, et je retrouve ces différences dans les dents. Alors, par exemple, j'ai pris juste un exemple, le site de Rochelot en Charente, qui est une toute petite, qui était en fait une petite tanière de hyène, ce pauvre individu, ce néandertalien. Alors, est-ce qu'il a été chassé ou charogné? J'en sais rien, mais en tout cas, il a été mangé par une hyène. On a retrouvé un fragment d'os de bras et 7 dents. Et puis, alors, Rochelot se trouve donc en Charente, au nord d'Angoulême, et il est vraiment à la limite entre les calcaires du bassin aquitain et puis les contreforts du Massif central à l'est. Et j'ai regardé ces isotopes du strontium dans ces dents. Alors en suivant, comme tout à l'heure, vous avez vu, on utilise toutes les méthodes en utilisant la séquence de formation des dents au cours de la vie de cet individu. Donc je regarde les dents formées d'abord, les dents formées ensuite, et puis les dernières dents à s'être formées. Là, je fais 2 paquets parce qu'en fait, il y a ces dents-là qui sont formées entre 0 et 3 ans. Entre 2 et 5 ans, alors ça se recouvre un peu, mais enfin elles sont formées après dans la séquence. De toute façon, on trouve ces dents-là, des prémolaires. Et puis les dernières dents, ces molaires permanentes qui se sont formées à ce moment-là, donc entre 4 et 7 ans. Et vous voyez clairement qu'il n'y a pas du tout les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'il y a 4 dents qui ont des valeurs qui correspondent tout à fait au calcaire du bassin aquitain et 2 dents qui ont des valeurs qui correspondent davantage au granit du Massif central. Donc on peut dire sans doute que cet individu, il a consommé des plantes et donc il a vécu. Alors en plus, c'est pendant son enfance, hein, donc ce n'était pas un déplacement d'un adulte parti chasser ou parti cueillir des plantes ailleurs, mais c'est bien un déplacement du groupe avec un enfant dans 2 régions différentes entre 0 et 7 ans. Alors c'est juste un exemple, il y a d'autres études qui sont en cours, il y en a encore assez peu parce que c'est des études qui demandent beaucoup de temps et d'investissement. Mais en tout cas, voilà, c'est le genre d'information qu'on peut obtenir grâce à l'étude chimique des dents. Et pour terminer, je voulais juste mentionner le fait qu'on est en train de commencer à avoir des informations sur la durée de l'allaitement chez les néandertaliens, grâce
à ces compositions chimiques qui changent en fait. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails du coup puisqu'on manque de temps, mais en tout cas, on commence à avoir ce genre d'informations. Et par exemple, j'ai des collègues qui ont travaillé sur trois individus italiens, découverts en Italie, de 3 grottes italiennes, et qui ont montré que la diversification alimentaire, alors pas le sevrage complet, mais en tout cas la diversification alimentaire de ces enfants néandertaliens avait commencé vers 5-6 mois. Donc à 5-6 mois, ils commençaient à manger autre chose que le lait maternel. Donc c'est pareil, c'est le balbutiement, c'est le début de ces études, mais voilà le genre d'informations qu'on commence à être capable de recueillir à partir de l'étude des dents. Et puis pour terminer, juste pour mentionner que, vous le savez, on étudie l'ADN des néandertaliens. Parfois, on trouve de l'ADN dans les dents. Et par exemple, un individu de Spie, alors c'est quand même un site, Spie, un des premiers sites, premiers néandertaliens découverts en 1886, fin du 19e siècle. Et depuis 2018, il y a un de ces individus, on sait que c'est un homme grâce à l'ADN découvert dans sa dent. Donc voilà, ça c'était simplement, mais du coup je pense que ce n'est pas la peine pour résumer tout ce qu'on a appris et puis tout ce qu'on va encore apprendre sur ces néandertaliens grâce à l'étude des dents. J'espère que je vous ai convaincu que les dents c'est très intéressant. Que je vous ai dit, quand moi j'étais étudiante, dans les étudiants de master, personne ne voulait travailler sur les dents. Et maintenant, finalement, quand dans un site archéologique je découvre une dent, je suis tout à fait ravie et presque plus ravie que si je trouvais un fragment de crâne. Bon, si on trouvait un squelette, ce serait encore mieux, mais voilà. Et voilà, je vous remercie. Ah là, oui, c'est juste la petite image pour voilà, rappeler l'évolution de l'image qu'on a des néandertaliens. Ça change au fil des études, mais pas que des études aussi, au fur et à mesure aussi de l'imagerie dans la tête des gens, des évolutions de notre société. L'image qu'on a de nos cousins néandertaliens, elle évolue beaucoup et puis ça va continuer. J'ai sûrement dit plein de bêtises aujourd'hui que dans 30 ans, les chercheurs corrigeront. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis bien sûr à disposition pour toutes les questions.